Erev Tov à tous, bonsoir à toutes et à tous. On se trouve en direct de Jérusalem pour ceux qui nous écoutent. Il est 17h55 et ce soir, on va parler de psychologie, de psychanalyse, de psychiatrie. On est avec le docteur Jocelyn Khatab, Yossi Attab, qui est lui-même pédopsychiatre et également psychanalyste. Il va nous parler de l'enfance. Voilà le thème de ce soir. Et il a même préparé un PowerPoint pour qu'on puisse suivre attentivement son exposé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Midreshet Yehuda ce soir. C'est parti, c'est à toi la parole. Bien, bonsoir, j'espère que les problèmes techniques vont être réglés facilement. J'ai l'impression qu'il y en a de nouveau un, parce que mes présentations, c'est arrêté et ça n'avance pas. Le problème ou la question que je voudrais traiter avec vous, c'est une question qui s'adresse à tous les médecins, en médecine en général, et c'est l'un des diagnostics les plus problématiques. C'est le diagnostic de santé. Nous, les médecins, nous avons passé 8, 10, 12 ans d'études à définir des maladies, à reconnaître et diagnostiquer des maladies, mais on a oublié de reconnaître que peut-être la chose la plus importante en médecine, c'est aussi de reconnaître la personne en bonne santé, notamment l'enfant. Alors vous me diriez, celui qui est malade, c'est qu'il est en bonne santé. Ce n'est pas tout à fait vrai, et notamment en santé mentale, c'est ce que nous allons découvrir. Alors quand on se présente de la bonne santé ou de la maladie ou du passage entre les deux, la situation, c'est la situation habituelle en médecine, c'est un parent. Jocelyn, désolé, je te coupe. Il y a beaucoup de bruit chez toi quand tu bouges l'écran ou quand je ne sais pas où il est exactement le micro, mais essaye de bouger le moins l'écran. Et voilà, essaye de ne pas toucher à ton clavier, à ton écran pour qu'on n'ait pas du bruit. Seulement sur la flèche, d'accord. Voilà, merci. Donc la situation, c'est la situation médicale en général. Un parent amène son enfant en consultation et dit au médecin, je suis inquiet, mon fils, ma fille fait ceci, fait cela, j'ai découvert que... Et alors, il demande un examen le plus précis possible. Donc ça peut se passer dans un hôpital, ça peut se passer dans un dispensaire d'hygiène publique ou en privé, ou dans une institution pour enfants, où l'un des moniteurs ou des dirigeants s'inquiète de la conduite ou de la façon de penser ou de l'état d'esprit de tel ou tel enfant. Et donc, ce diagnostic que l'on espère faire de bonne santé est beaucoup plus compliqué à faire. Vous connaissez sans doute toutes ces histoires où on voit un médecin consulte un patient, lui dit « Vous allez très bien, monsieur un tel ou madame comme ça, mais je vous prescris quand même des vitamines, de l'aspirine ou marché battoir. » Eh bien non, quand on prend la responsabilité de diagnostiquer quelqu'un en bonne santé, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, alors on ne lui donne pas un médicament. C'est qu'il n'en a pas besoin. Le médicament risquerait alors de le mettre en mauvaise santé. Et là, nous, on sait faire. Les malades, on connaît. Les gens en bonne santé, on connaît moins bien. J'ai mis le modèle chinois. Vous savez sans doute que les Chinois sont payés en fonction du nombre de patients en bonne santé qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils sont responsables d'une certaine population. Et si cette population est en bonne santé, il a un bon salaire. Si cette population est malade, eh bien, il a moins de salaire. Donc, vous voyez que ça stimule à veiller à la bonne santé des patients. Alors, ce qu'il faut se souvenir, d'abord, qu'il y a beaucoup plus, Dieu merci, d'enfants en bonne santé que d'enfants malades. Donc, le diagnostic de bonne santé est un diagnostic beaucoup plus fréquent qu'un diagnostic de tel ou tel trouble. Et ce qui veut dire en gros, oui, effectivement, que les enfants, la plupart des enfants sont en bonne santé, mais il faut bien faire garde de ne pas aller trop vite dans ce diagnostic de bonne santé et surtout ne pas prendre référence soit de nous-mêmes, soit de nos enfants. Ça rassure effectivement de dire mes enfants sont en bonne santé, donc votre enfant, madame, est aussi en bonne santé puisqu'il se conduit comme lui. Mais c'est une référence très dangereuse et à double tranchant.
Et une autre mise en garde dans ce processus de diagnostic de bonne santé, c'est de se méfier de ce qu'on appelle les faux négatifs et les faux positifs. Faux négatifs, c'est-à-dire que vous dites à la personne ou à l'enfant que vous avez examiné, non, effectivement, vous avez tel ou tel trou, vous avez telle ou telle maladie, et c'est pas vrai. Et en bonne santé, alors, comme je disais tout à l'heure, on risque de rentrer dans un processus d'examen complémentaire, éventuellement d'un traitement. On va quand même lui donner des antibiotiques, c'est vrai, mais il y a quelque chose. Et le faux positif, c'est de considérer effectivement quelqu'un comme en bonne santé et de n'avoir pas suffisamment bien examiné. Et derrière cette apparente bonne santé se cache une maladie plus ou moins grave. Un autre danger, effectivement, dans ces diagnostics un peu hâtifs, de diagnostiquer quelqu'un comme malade alors qu'il n'a pas, et surtout dans l'enfance, peut-être c'est moins grave chez les adultes, mais dans l'enfance, de coller un diagnostic sur un enfant, de dire voilà, on va le revoir de façon plus large tout à l'heure en parlant des troubles de l'attention et de la concentration, de mettre une étiquette de diagnostic médical sur un enfant, c'est inscrit dans son dossier médical, mais ça risque d'être inscrit aussi à l'école et d'être inscrit n'importe où, et ce sera très, très, très difficile d'effacer une telle erreur pour un enfant. Donc, le processus de diagnostic, ça se fait pas en 5 minutes. Je dis ça parce que c'est hélas, dans le système israélien notamment, on fait très souvent, ou disons nos collègues dans les coupes-trolim, on leur donne, je crois, un maximum de 7 minutes pour faire un examen qui en demanderait beaucoup plus, et alors ça risque effectivement de mener à de telles erreurs, et c'est vrai pour les adultes, ce qui est peut-être moins grave à mon avis, mais surtout beaucoup plus grave lorsqu'il s'agit d'un enfant. Alors je vois pas ce qui est marqué. On va arriver à de quoi il s'agit. Si on s'occupe de bonne santé ou de maladie, il faut quand même rentrer dans un processus de définition. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1948, avait proposé comme définition de la santé un état de bien-être physique, mental, social, adéquat ou même parfait, et non pas seulement l'absence de maladie. Évidemment, cette définition n'a pas été satisfaisante parce que l'absence évidemment de maladie n'est pas seulement une preuve, et on ne peut jamais vraiment très savoir à bout de ce qui peut se cacher derrière une apparence de bonne santé. Et notamment, vous savez que le cancer, avant de devenir clinique, a eu un très très long développement, parfois de plusieurs années, et avant de devenir réellement la maladie que l'on connaît. Et comment peut-on être sûr qu'on a tout vérifié, qu'on a tout examiné, notamment dans le carcan des coupes-trolim, dans le carcan des exigences du métier de médecin. Et dernièrement, on a proposé une autre possibilité, disons aussi l'Organisation mondiale de la santé a proposé une autre définition. Elle a dit c'est la possibilité, la capacité d'organiser sa vie de façon productive et de façon sociale et de subvenir à ses propres besoins, ce qui n'est pas vraiment révélateur pour l'enfant, mais ça nous fait avancer un petit peu parce que lorsqu'on parle de possibilités, c'est déjà plus ouvert et on ouvre là à la question de la subjectivité dans le diagnostic de la santé. Je passe un peu plus vite. Leonardo da Vinci, vous connaissez, du XVIe siècle, avait dit que la santé, c'est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. C'est-à-dire que si tu n'es pas mort, c'est que tu es en bonne santé, en gros. Mais évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Et Claude Bernard, 1813-1878, si je ne me trompe pas, avait proposé la définition de la santé comme l'homéostasis, c'est-à-dire quelqu'un dont tous les facteurs biologiques sont organisés. En gros, c'est celui ou celle qui réussit tous ses examens biologiques. Il a 100 sur 100 dans tous les examens biologiques, ce qui est quelque chose quand même de très rare, et on peut être en bonne santé même si on a une petite déviation
par-ci ou par-là. Canguilhem, qui est un philosophe du début du siècle et qui s'occupait beaucoup d'éthique médicale, définissait la santé comme le calme ou le silence de notre corps. En gros, ce qu'on demande à notre corps, c'est de nous laisser en paix, de nous laisser tranquilles, et de façon à ce qu'on puisse fonctionner à nos activités. Un peu comme vous demandez à votre voiture de ne pas faire d'ennui lorsque vous voulez aller d'un endroit à un autre. Tout ce qu'on lui demande, c'est de rouler et ne pas faire des bruits inquiétants. Alors, en avançant, la question se pose, est-ce que la santé et la normalité seraient la même chose? Est-ce qu'il est normal d'être en bonne santé? Ben oui, en principe, il est normal d'être en bonne santé. Et pourquoi? D'abord, il s'agit de la normalité statistique. La normalité statistique est quelque chose est une notion, est un concept objectif. C'est-à-dire, vous décidez d'un facteur. L'âge où l'enfant commence à parler, l'âge où il commence à contrôler ses sphincters, l'âge où il crée des liens sociaux, la taille moyenne de l'Européen ou de la foule de l'Européenne. Enfin, vous prenez n'importe quel facteur qui vous vient à l'esprit, vous prenez une population représentative d'un dizaine de milliers de personnes et vous faites la fameuse courbe de Gauss qui nous révèle quelque chose d'important, c'est que gros, la normalité, ce n'est pas un point, ce n'est pas un état, mais c'est une possibilité. Vous voyez, 34, ça tourne autour des 60% au milieu, mais si on est un peu en dehors dans un sens ou dans un autre, si on prend par exemple le quotient intellectuel, eh bien, entre 70 et 120, c'est un peu normal. Au-dessus de 120, 130, c'est déjà les enfants surdoués. Et en dessous de 70, c'est ce qu'on appelle en Israël la déficience mentale développementale. C'est-à-dire un peu moins. Maintenant, c'est cette normalité donc, qui définit un état selon le critère que vous avez décidé. C'est important parce que c'est comme ça qu'on fonctionne quand même en médecine pour décider si une personne est diabétique, si elle manque d'une hormone ou d'une autre, si la radio montre, une radio normale va montrer un cœur de cette grandeur, des poumons avec une telle clarté ou non, eh bien, on arrive comme ça au diagnostic. Et les choses pourraient être très faciles si ce n'était que ça. Mais en fin de compte, ce que l'on recherche, c'est au-delà de la bonne santé, de la normalité statistique, qui ne nous enseigne que très ponctuellement sur ce que l'on est. Et ce qui nous concerne le plus et ce qui préoccupe les parents, c'est de savoir si leur enfant est normal. Et nous nous le demandons aussi, on essaie de se placer dans la normalité. Alors, vous savez tous qu'en la normalité, en hébreu, ça se dit, je ne vous entends pas, donc je ne peux pas dire, mais je suppose que beaucoup d'entre vous disent normaliout. Hein, la santé, c'est la normaliout. Alors, il n'y a pas, serait-il que l'hébreu serait aussi pauvre et que Yezer Ben Yehuda n'a rien trouvé de mieux pour définir la normalité? Eh bien, à mon avis, la normalité, ce qui décrirait le plus la normalité dont je vais parler maintenant, c'est le terme de tkinut. Tkinut, excuse, j'ai oublié des temps. Voilà. Voilà, merde. Pourquoi ça ne marche pas, ce truc-là? Oui. La tkinut, takin en hébreu, le suffixe in, c'est possible de. C'est achil, tchatou, tous les termes qui se terminent par in, ça veut dire il est possible. Quand quelque chose est takin, ça veut dire qu'il peut être metoukan, qu'on peut le réparer. Donc la normalité, c'est la tkinut, c'est ce potentiel qu'a un individu, une chose, un concept, de se perfectionner. Alors c'est bien cela que l'on recherche dans cette tkinut. Donc ce n'est pas une situation, mais c'est un processus de réalisation de soi-même avec des montées, des descentes, avec des difficultés tout au cours, et qui concerne aussi la possibilité de s'adapter à
la médecine, la réalité dans laquelle l'enfant ou l'adulte vit et qui elle-même change. On voit bien maintenant qu'est-ce que ça voudrait dire d'être taquine, d'être normal lorsqu'il y a le Covid-19 autour. C'est plus du tout, on n'est plus dans la même normalité. La normalité d'aujourd'hui, c'est d'être chez soi, confiné. Il faut quelqu'un qui respecte la société, qui respecte sa santé, doit être confiné. Alors que lorsqu'il n'y a pas d'épidémie, au contraire, la bonne santé, la normalité, c'est d'avoir des relations sociales, c'est de se promener, de voir du monde, d'aller éventuellement au restaurant, au spectacle, etc. Donc les limites de la normalité ne sont pas claires, mais elles sont surtout très, très subjectives. Hein, on a tendance à dire qu'on voit quelqu'un dans la rue ou même dans une rencontre sociale, on dit bah, celui-là, il n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En gros, on veut dire bah, il n'est pas comme moi. Il ne ressemble pas à l'image que je me fais de ce que doit être un homme ou une femme. C'est aussi, il y a des rapports, la normalité se repère aussi dans des repères idéologiques. Dans une société, là j'ai mis en gros de mettre les filines tous les matins, effectivement ce serait réservé à une certaine population, mais pour dire que dans le monde communiste et hélas dans l'Allemagne nazie, la normalité c'était d'être nazi. Parce que la plupart l'étaient et que pour être un bon Allemand à cette époque-là, c'était d'être nazi et pour être un bon Français, il fallait être collaborateur. Et après, il n'y a jamais eu autant de résistants en France que le lendemain de la guerre. Et un autre, évidemment, les conditions, les critères culturels jouent aussi un rôle important dans notre appréciation de cette normalité. Alors, c'est normal d'aimer la musique classique, mais si on n'écoute que de la musique mizrahite, orientale, alors c'est un peu curieux. Enfin, Dieu merci, ça a changé ces quelques dernières années. Enfin, il y a dans cette notion de normalité, qu'on parle l'un à l'autre de normalité, il y a quelque chose d'un jugement. Parce qu'on dit quelqu'un n'est pas normal, c'est pas comme ça qu'il faut être. Il n'est pas bien, il ne fait pas ce qu'il faudrait être. C'est pas comme ça qu'on doit se conduire. Et si on prend dans la largeur de toute l'humanité, eh bien, tous les gens qui ont voyagé dans beaucoup de pays se rendent compte que les normalités changent aussi sur les climats, sur les systèmes politiques, sur des géographies, et qui pourrait se permettre de juger que son voisin de palier, ou son voisin de pays, ou son voisin dans le monde est normal ou pas normal. Chacun peut définir pour soi-même ce à quoi il voudrait être, ce qu'on appelle en psychanalyse l'idéal du moi, mais c'est quelque chose de très personnel et on n'a pas à l'imposer à qui que ce soit. Donc, un phénomène de projection, moi je suis normal et ceux qui ne sont pas comme moi ne le sont pas, à moins de... Oui. Tu peux reculer un tout petit peu parce que le son est saturé. Donc, si toi, tu peux reculer du marché, voilà. Très bien. Merci. Très bien. Il va encore à lire. Donc, c'est effectivement cette notion de normalité qui est tellement importante, qui est tellement banale, que l'on utilise au jour le jour pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos voisins. Et est une notion qui est très stimulante d'une part, mais qui est aussi très, comment on dit, j'oublie mon hébreu, j'oublie Pitlam. Vous ne pouvez pas m'aider, ça reviendra après. Et vous voyez, les Américains, les Anglais savent bien décrire les choses, mais pas la peine. Il revient en gros les mêmes choses, que les parents ont beaucoup de difficultés à prendre en considération toutes les différences qui peuvent être entre une conduite normale, une conduite subnormale ou anormale. Et ils se rendent bien compte que ça dépend de la société. L'enfant peut être tout à fait normal à la maison et à l'école, la maîtresse dit « ouais, mais ce gosse, il n'est pas normal, il nous dérange, il ne se conduit pas bien » ou dans son mouvement de jeunesse. Et il faut prendre en considération dans cette évaluation de la normalité beaucoup de facteurs. Et c'est ça qu'il faut savoir demander aux parents lorsqu'on se trouve dans cette situation de consultation. Alors, pour pallier
un petit peu à ces difficultés. Un de mes maîtres, le professeur Donald Cohen, qui était un grand ami d'Israël, qui a beaucoup développé la pédopsychiatrie en Israël, et un collègue à lui ont écrit un gros pavé, enfin trois tomes, qu'ils ont appelé le Developmental Psychopathology. C'est la psychopathologie développementale, ce qui veut dire que, contrairement à la médecine somatique, où les critères sont clairs, c'est-à-dire que quand un os est cassé, il est cassé. Une fracture, c'est le contraire d'un os entier. Et quand on est diabétique, c'est que le taux de glycémie dans le sang a dépassé tel ou tel niveau. On le sent, ça dépend des appareils qui... C'est-à-dire qu'en médecine somatique, si on a une éruption, eh ben, ce n'est pas comme si on n'en a pas. C'est ou l'un ou l'autre, où il y a des points rouges dans tout le corps, ou bien votre peau est tout à fait normale. Eh bien, en santé mentale, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que le passage de la normalité, le passage de ce qu'on attend d'être d'un enfant dans telle ou telle situation, la situation scolaire, la situation domestique, la situation sociale et les difficultés comportementales, est un passage très, très, très progressif. Et on verra des exemples tout à l'heure, si on y arrive. C'est-à-dire que on apprend autant, disons, des psychoses qui nous montrent qu'est-ce que ça veut dire quand un enfant et un adulte, à plus forte raison, parle de façon inorganisée, laisse ses pensées à n'importe quoi, imagine qu'il est choisi par Dieu, qu'il est le Messie, qu'il a un rôle très particulier à jouer, ou bien qu'il est poursuivi par tel ou tel fantôme, eh bien cet état qui manifestement est psychotique et demande à être traité, eh bien en fin de compte, il est aussi révélateur de ce qu'est le développement normal de l'enfant. Tout individu a des fantasmes, l'enfant s'imagine Zorro, s'imagine Spider-Man, toutes ces images qui le font rêver, mais il arrive à reconnaître, quand on lui le demande, est-ce que tu es sûr que tu es Spider-Man? Non, il dit, non, j'ai dit ça pour rire. Le psychotique, il le dit, non, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un passage, on a tous nos états de rêverie, nos états de fantasme, nos états où on voudrait bien être comme ça en dehors des contraintes sociales ou familiales ou scolaires, etc. Donc, le passage de l'un à l'autre, de la santé mentale à la maladie, au trouble mental, même si ce n'est pas vraiment une maladie constituée, est un passage très progressif et ce qui nous oblige à faire des diagnostics très précis et surtout à être très prudent et savoir prévoir, repérer les signes vraiment alarmants ou les signes qui font part du développement, je vais y revenir tout à l'heure. Ben voilà, par exemple, comment on passe d'un certain type de personnalité à un trouble de la personnalité. Et nous avons tous notre personnalité, on a tous des tendances. Il y a des gens qui sont plus suspicieux que d'autres, c'est-à-dire, il faut attendre, ils se méfient, Kabdéou veut Rajdéou, comme on dit. Et il y en a d'autres où ça devient vraiment un truc, je ne peux jamais faire confiance, je vérifie 36 000 fois les choses, si un tel m'a parlé, les théories des conspirations, par exemple, des paranoïaques, c'est sûr qu'on me veut du mal si on m'envoie un vaccin tellement pas cher, ou quelque chose comme ça. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, vous voyez que là aussi, le passage, ou bien si je prends l'exemple, enfin, pour avancer de l'obsessionnalité. Il y a des gens, et heureusement, j'en fais pas partie, hélas, qui sont très précis, qui respectent leur rendez-vous à la minute près, leur table de travail est bien organisée, le stylo bleu à droite, le stylo rouge à gauche, les feuilles bien les unes sur les autres par ordre de grandeur. Ça ne dérange personne, ils sont des gens heureux, ils fonctionnent bien, et tant que ça ne concerne qu'eux, ça ne pose pas de problème. Mais doucement, ça peut devenir beaucoup plus grave, beaucoup plus ennuyeux, pas tellement pour eux, mais pour d'autres. Par exemple, je me souviens d'un cas d'une maman qui, sa phobie de la saleté, c'était tellement important pour elle que son appartement soit complètement propre, c'est que tout le monde qui rentrait, c'était comme dans une mosquée, il fallait d'abord enlever ses chaussures, et quand il marchait, elle passait avec son torchon derrière chacun pour effacer les saletés éventuelles qu'il avait amenées de l'extérieur. Donc, être précis
exact et respectueux de l'autre, c'est très bien, mais quand ça augmente, ça devient vraiment une névrose ou un trouble obsessionnel dont la personne, quand c'est un trouble de la personnalité, la personne n'en est pas consciente. C'est son entourage qui souffre de son problème, et pour elle, c'est absolument pas un problème, et même elle exige de tout le monde de se conduire quand même parce qu'elle se voit, cette personne se voit normale et comme le modèle de conduite. Et là, ce serait la même chose quand vous retournez au cadre de l'enfant, bien qu'il y ait des enfants obsessionnels aussi, entre un enfant turbulent, un enfant très vivant, qui aime jouer, qui se balade, qui aime bien monter aux arbres, aux échelles, aux jeux, et un trouble du comportement, un trouble de l'organisation, et jusqu'à un trouble de la conduite vis-à-vis de l'establishment, vis-à-vis des parents. La conduct disorder, ce sont ces troubles à la limite de l'indélinquance. C'est le concept que l'on utilise en pédopsychiatrie de conduct disorder, de troubles du comportement. Il y a des enfants qui volent, il y a des enfants qui battent, il y a des enfants qui font du mal aux autres. Et à partir de 18 ans, quand cette conduite continue et s'aggrave, alors on parle de personnalité antisociale, et c'est un trouble grave et ça manque pas. Il suffit de lire les informations tous les jours et on s'aperçoit que ça existe. Alors je vais vite parce qu'il y aura des choses, à mon avis, plus importantes après. Alors qu'est-ce que la psychanalyse nous a apporté à ce problème de la santé, de la normalité, du développement psychique de l'enfant? D'abord, la connaissance du monde de l'enfance a été connue à partir des psychanalystes adultes qui, en se laissant parler, éveillent leurs souvenirs d'enfance, et Freud a pu, les Freud et les autres psychanalystes après lui, ont pu, grâce à ces souvenirs, à retrouver des stades de développement. Vous connaissez tout, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas marquer, le stade oral, le stade anal, le stade oedipien et la période de latence, ensuite l'adolescence. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais ce que la psychanalyse ensuite, à partir de cette connaissance, à partir des psychanalyses adultes, un certain nombre de psychanalystes, un peu plus tard, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, Anna Freud, René Spitz, Daniel Stern et les Bovissier en France, ont fait des examens, ont fait des examinations, des observations directes des bébés et ont repéré des choses absolument impressionnantes. Enfin, vous savez qu'au XVIIe siècle, je crois, on définissait l'enfant comme un cloaque qui prend du manger et le ressort à l'autre bout, c'est-à-dire qu'un espèce d'individu végétatif. Et on a découvert, grâce à ces observations, ces films vidéo de tout petits bébés de 1 mois, 2 mois, 3 mois, à quel point leur vie psychique est développée. Par exemple, on repéré que même un bébé de 3 mois, 90% des interactions sociales sont suscitées par lui. Ce n'est pas tellement les adultes qui viennent, qui lui font guili-guili, mais c'est lui qui grognape, tourne la tête, cherche quelque chose, et on s'aperçoit que dans ces relations, qu'on laisse un bébé dans une chambre et puis il y a des adultes autour, et ben c'est lui qui provoque à sa façon, évidemment, comme je dis, soit il commence à pleurer, soit il fait des mots, soit il bouge un peu. C'est lui qui recherche cette relation sociale qui est tellement fondamentale dans son développement. C'est Anna Freud qui a montré qu'il y a des traits de caractère qui se précisent, qui apparaissent très tôt dans l'enfance et qui se poursuivent pendant toute la vie. C'est-à-dire qu'on est quand même avec quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, avec un certain potentiel, un certain type de conduite que à l'âge adulte. Par exemple, vous pouvez de laisser parler son corps. Il y a des enfants qui très très tôt utilisent leur corps pour entrer en communication ou pour se plaindre ou pour demander de l'amour. Et bien ce mode de relation ou d'appel se retrouve ensuite tout au long de la vie. Et ce qui amène à considérer une notion qui a été surtout développée par la pédopsychiatrie française, la notion d'harmonie et de disharmonie. Une notion importante, parce qu'un enfant peut être normal, entre guillemets, peut être
tout à fait acceptable, en bonne santé, comme je disais, quand son développement est harmonique. C'est-à-dire qu'en gros, sa vie sociale, sa vie intellectuelle, sa vie d'élève, sa vie d'enfant à la maison, eh bien, correspond à peu près à toutes les courbes de Gauss concernant son développement. Et il est bien, tout va bien. Mais là, c'est des enfants disharmoniques. Et pourquoi c'est trompeur? Parce que peut-être dans un certain domaine, disons, dans le travail intellectuel, dans le travail à l'école, c'est un très bon élève. Il écoute, il fait ses devoirs, et vraiment, ça fait plaisir à tout le monde, aux parents, aux maîtres, aux maîtresses, aux parents. Tout le monde est content de ses résultats scolaires, mais sa vie affective ou sa vie sociale n'est pas du tout en rapport avec son âge de développement, et on risque de passer à côté, dire bon, vous savez, les enfants sages sont les enfants qui posent le plus de problèmes, parce que les classes étant surchargées, il y a tellement d'enfants turbulents dans la classe que s'il y en a un qui est sage, qui est assis, il fait ses devoirs, écoute la maîtresse, on ne fait pas attention, mais souvent cet enfant-là risque d'être problématique, soit il développe une dépression d'enfance, soit un début de psychose de l'enfance. Je ne veux pas dire automatiquement les enfants sages sont des enfants en grand danger, mais qu'il faut être très prudent dans cette classification d'enfant sage ou enfant turbulent. L'enfant turbulent peut être en meilleure santé qu'un enfant très sage. Un enfant très sage peut être aussi en très bonne santé. Donc on doit voir le développement de l'enfant sous plusieurs critères et pas seulement un seul. Oui, la psychanalyse aussi nous a appris que les enfants ont aussi un inconscient, pas seulement les adultes, et qu'on peut retrouver à travers leur dessin, à travers leur jeu, une certaine souffrance, des difficultés d'adaptation, des craintes ou des expériences traumatiques qu'ils jouent avec leurs poupées, avec leurs jouets, avec leurs voitures, et qui n'arrivent pas à verbaliser. Et c'est donc à ce travers-là, il a l'air très bien, ce gosse, mais quand on voit ses dessins, qu'on le laisse parler tranquillement sans l'interrompre et librement, eh bien on découvre que son monde intérieur est beaucoup plus complexe et beaucoup plus surchargé qu'il en avait l'air. Donc, toujours dans cette optique de diagnostic de bonne santé. Et, oui, en prenant en considération la sensibilité. La psychanalyse nous a appris à quel point l'enfant est sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Vous connaissez tous, les parents disent oui, mais il n'entend pas. Quand on dit aux parents, vous discutez, oui, mais il est couché, il n'entend pas du tout. Sachez que les enfants, ils entendent très très bien, ils se lèvent comme ça au milieu de la nuit pour voir leurs parents parce qu'ils les entendaient parler un peu trop fort, ou pour leur demander d'arrêter la télévision, et que on le reverra peut-être tout à l'heure avec les problèmes scolaires, que les craintes de l'enfant quant au fonctionnement familial. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait, ils ont des antennes très longues et très précises sur ce qui se passe autour d'eux. Et par principe, sachez que votre enfant en sait beaucoup plus que vous pensez qu'il sait. Non, il ne sait pas, il n'a pas entendu, il ne savait pas qu'on était en instance de divorce, mais il le sait depuis longtemps. Il le sait depuis longtemps, il peut nous en parler, ou dans ses jeux, et il a saisi qu'il y avait une tension qui allait en augmentant entre lui et ses parents. Alors un autre modèle qui est proche, qui a été défini, et auquel on doit s'attacher pour comprendre ces problèmes de fonctionnement, ce que pourrait être la bonne santé, c'est le modèle psycho-biochévraté. C'est-à-dire qui prend en compte le fonctionnement mental, le fonctionnement biologique et le fonctionnement social de l'enfant. Alors je vais parler très vite, le temps passe. À quelle heure c'est fini? À 7 heures. Les fonctions mentales du cerveau. Comme vous savez, très très vite, le cerveau a 4 fonctions, les fonctions végétatives, la respiration, la digestion, etc. Les fonctions motrices, c'est le cerveau qui dirige nos muscles, qui donne les ordres à nos muscles à agir. Les fonctions sensorielles, c'est-à-dire le cerveau reçoit de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, etc., et de l'intérieur de notre corps, toutes les sensations
possibles et imaginables. Et la quatrième, c'est les fonctions mentales. L'intelligence, les fantasmes, l'amour, les affects, les rêves, enfin tout ce qui fait partie de la vie mentale, qui sans le cerveau ne pourrait pas s'exprimer. Je ne vais pas rentrer maintenant dans la philosophie. Est-ce qu'elles émergent du cerveau? Il y a comment il s'appelait, Cabanis, qui était un psychiatre du début du siècle, disait que le cerveau est une glande qui sécrète des pensées, des fantasmes, des affects. Alors, est-ce que tout est dans le cerveau, comme le pensent plusieurs scientifiques du cerveau, ou bien le cerveau ne sert que d'outil à exprimer ce que notre esprit veut lui faire exprimer? Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais seulement comme thème de réflexion passionnant à mon avis. Jean Dosset, que vous connaissez sans doute, puisque c'est un prix Nobel de médecine en 80, disait que toute chose en l'homme est 100% génétique et 100% environnementale. Cela pour réagir à des réflexions que l'on entend souvent les parents, disent: est-ce que c'est génétique, docteur? Le gène de la dyslexie, le gène de la délinquance, le gène de l'intelligence, le gène de tout ce que vous voulez. Ben oui, sans trop m'étendre là-dessus, un gène ne peut pas s'exprimer sans environnement. C'est-à-dire que même la cellule de départ, l'ovule asséminé, ne pourrait pas se développer sans être dans un utérus. Sans parler de l'utérus artificiel d'Henri Atlan, bien sûr, mais le gène ne peut exprimer sa fonction de développer d'autres protéines, etc., que dans un milieu spécifique. Et l'intelligence peut s'exprimer que dans un milieu qui suscite l'intelligence, ou la bêtise, ou d'autres choses. Donc nous avons un rôle, nous, en tant que parents, de permettre à l'enfant de se développer. Et on va le revoir un peu plus après. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, nous sommes l'intégration, ce mélange intégratif de tout ce que nous avons amené à notre naissance, c'est-à-dire notre potentiel génétique, et tout ce qui s'est passé à chaque moment. Dans notre enfance, puisqu'on a étudié les événements, le Covid-19, tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe, nos amours, nos haines, nos expériences bénéfiques ou nos expériences négatives, c'est un peu comme dans un ordinateur, il y a un modèle cybernétique du cerveau qu'il introduit tout et fait reset. À chaque instant, on fait un reset de nous-mêmes et l'on fonctionne en fonction de toutes ces expériences passées et présentes. Et qui comportent effectivement les liens familiaux, le travail. Et effectivement, les événements privés comme un deuil ou une maladie, et les événements plus généraux comme tout ce qui se passe, les maladies, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, etc. Il faut prendre en compte effectivement ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi c'est effacé chez moi, le Gormi Mouladim, les facteurs natifs, innés, les facteurs innés. Il y a eu une recherche très intéressante au début des années, je crois, 50-60, par un couple de pédopsychiatres, Thomas et Chess, et ils avaient observé des très, très jeunes bébés, d'abord quelques mois après la naissance, et s'est aperçu que tous les bébés ne sont pas tous pareils. Ce n'est pas tabula rasa, tous les bébés ne naissent pas, ils naissent égaux évidemment, mais pas égaux, ça ne veut pas dire pareil. Et il avait dit, ils avaient trouvé que 40% des enfants, des petits-enfants, sont des enfants qu'ils avaient appelés easy babies. Des enfants faciles. Ils sont mignons, ils sont gentils, ils sourient, ils s'adaptent, ils pleurent un petit peu, et quand on leur donne le biberon, ils se calment, et on les met quelque part, et ils tourneront. Enfin, nos enfants, quoi, comme pas tous vos enfants et tous nos enfants, des enfants faciles à éduquer, à élever. Et puis, il y avait 10% des enfants difficiles. C'est-à-dire que dès la naissance, pratiquement, enfants qui pleurent beaucoup, qui dérangent, qui tournent en rond, qui ne sont jamais satisfaits, qui nuisent. Et puis, il y avait 15% des enfants qui ont un petit peu entre les deux, et les autres 35%, ben, ils n'arrivent pas vraiment à les classer. Donc, je passe un peu plus vite là-dessus.
Et donc la génétique, on a dit, en gros, c'est vrai que la génétique agit et est présente dans un certain nombre de troubles mentaux. On parle du chromosome 13 en schizophrénie, et dans l'autisme, où ils font des recherches, il y a eu des recherches qui font encore pour essayer de trouver ce fameux gène de l'autisme. C'est très clair que, en tout cas, dans les troubles mentaux, comme je le disais tout à l'heure, où il y a un continuum dans les fonctions mentales, il ne peut pas y avoir qu'un seul gène, mais c'est tout un groupe de gènes, les uns agissant surtout sur les fonctions mentales, d'intelligence, et d'autres sur les fonctions affectives et d'autres comportementales. Donc, il n'y a certainement pas un gène de telle maladie, mais on voit qu'il y a quand même dans les familles de schizophrènes, il y a plus de schizophrènes que dans des familles où il y en a pas. Et surtout l'intelligence. Dans la créativité aussi, il y a des familles de gens créatifs, d'artistes, de l'un à l'autre, et la possibilité d'être proche de sa vie imaginaire, alors que dans d'autres, c'est beaucoup plus réduit. En tout cas, ce qui nous manque, ce qui nous manquerait peut-être, discuter en santé mentale, on n'a pas de facteur, on n'a pas de, comment on dit ça, de voyant biologique. Ça a été essayé par un certain nombre de chercheurs pour essayer de retrouver, soit dans le domaine hormonal, dans l'imagerie, mais là on travaille beaucoup sur l'imagerie cérébrale pour essayer de situer, de positionner tel ou tel facteur de la vie mentale. Et en fin de compte, on s'aperçoit, sauf l'intelligence qui est dans les amygdales et le sécret, l'intelligence qui est dans le préfrontal cortex, mais c'est plus des réseaux qui, quand on voit quelque chose, et bien, ça ne reste pas dans l'occiput, ça part tout de suite et vers l'amygdale, vers les affects et vers le cerveau préfrontal pour essayer de comprendre ce que signifie et de réadapter cette vision à ce que la pensée en fait. Oui, je passe là-dessus parce que... Alors, de tout cela, quelque chose peut-être qui concerne moins le grand public, c'est la difficulté de faire une nosographie. Une nosographie, c'est-à-dire une classification des troubles mentaux. Et parce que, comme vous le voyez, il y a tellement de facteurs qui s'intègrent, qui s'interceptent dans cette prise de position. Alors, il y avait une époque où j'ai commencé mes études dans les années 80, 70, en psychiatrie. Il y avait une classification que j'avais beaucoup aimée qui s'appelait GAP, c'est Group for Advancement of Psychiatry, parce que le premier alinéa, le premier diagnostic qui était dans cette classification, c'était healthy response, c'est-à-dire une réponse saine. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple, si un enfant devient orphelin, et subit le deuil de la mort d'un des parents ou d'un des deux parents. Alors, quelle serait la bonne réponse? Les parents, parfois, sont inquiets, ou l'entourage vient nous voir, il nous dit, écoute, c'est vrai, il a perdu sa maman, mais il a la maison, on veut l'envoyer à l'école, mais il ne veut pas, il veut rester à la Shiva, et c'est triste quand même pour un enfant de 5-6 ans. Eh bien non, c'est une réponse, il voit que les gens pleurent autour de lui, il veut comprendre, il veut faire partie de cela. Effectivement, il n'attendra pas les mois, doucement, doucement, ses petits copains viendront le voir, alors il ira jouer dans la pièce d'à côté. Mais dire non, on veut l'envoyer, il doit être à l'école, il n'a rien à faire après. Non, ben non, c'est une healthy response, c'est une réponse tout à fait saine que de vouloir être proche des autres parents ou de parents qui ou des frères et sœurs, effectivement. Ensuite, il y a eu des classifications qui sont appelées multi-axiales, et ne pouvant pas mettre un nom seulement sur tel ou tel comportement, alors ils ont une classification, vous mettez le diagnostic phénoménologique, ce que l'on voit, ensuite les traits de caractère de l'enfant, et ensuite s'il y a des problèmes somatiques dans cette condition, et les problèmes environnementaux qui pourraient éventuellement agir dans l'état que l'on constate à la consultation.
et de faire en gros à quel point c'est grave, de 0 à 100, donner une note sur tout ce que l'on voit, est-ce que c'est très très grave et ça demande une intervention intensive, ou bien on peut regarder. Le DSM-5, dont vous avez sans doute entendu parler, qui se veut une théorie phénoménologique, mais qui crée tellement de comorbidités qu'on ne s'y retrouve plus. Ce n'est pas une bonne classification. Je passe là-dessus, c'est quand même déjà très très. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, un certain nombre de concepts qui sont importants à considérer pour appréhender l'état de l'enfant. L'Eladim Bessikou, c'est un terme qu'on emploie, que vous entendez beaucoup en Israël, les enfants à risque. Tout enfant est à risque. C'est-à-dire de naître, c'est prendre des risques. On vous impose des risques en vous donnant naissance, et ces risques continueront toute la vie. C'est-à-dire qu'il est difficile de vivre. Alors, il y a des aménagements, je vais vous montrer comment les choses se passent. À partir du moment où l'enfant commence à se développer, c'est-à-dire en gros la naissance ou même avant, il doit passer entre, il a deux voies, il passe entre deux allées, si on veut. Des facteurs de protection. C'est-à-dire des facteurs qui contribuent positivement à son développement. C'est peut-être son intelligence née, c'est sa bonne santé physique, c'est les bons parents, c'est un environnement social de qualité, c'est la possibilité aussi de pouvoir s'évader dans des jeux, il a des jouets, il a des bons amis, etc. Et d'un autre côté, il est soumis aussi à des facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y en a plein. C'est le climat, c'est les guerres, c'est les pandémies, c'est le chômage, c'est le tabagisme, c'est la boisson, c'est la jalousie entre les frères et les mères. C'est des facteurs de risque. Ça ne veut pas dire que automatiquement ces gosses-là vont être malades, mais qu'il faut prendre en considération ces risques et chercher à diminuer. Notre rôle de parents et d'éducateurs et de médecins est d'essayer d'augmenter, de consolider, consolider les facteurs de protection et réduire au minimum, mais jamais à zéro, c'est impossible, tous les facteurs de risque. Parce qu'il y en a sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. La notion de résilience que vous connaissez, puisque vous avez tous le Boris Cyrulnik, on dit que c'est lui qui a créé. Moi, j'avais entendu des conférences sur la résilience de James Anthony aux États-Unis dans les années 80 déjà. Enfin bon, peu importe, c'est pas ça. La résilience, en réponse à posteriori. C'est ce que j'ai dit à Cyrulnik une des rencontres. On ne sait pas d'avance quel est l'enfant qui va être résilient. Évidemment, l'enfant dont on a pu diminuer les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection, il a plus de chances d'être résilient. Mais ce n'est qu'à posteriori. Si je prends la notion de résilience qui a été développée par Cyrulnik à propos de la Shoah, quand tous nos frères et sœurs sont rentrés dans les camps de concentration, on ne pouvait pas savoir lequel serait résilient et lequel ne serait pas. C'est a posteriori qu'on a vu qu'il y en a certains. Alors, ils nous ont raconté qu'ils mangeaient comme ça, ils parlaient sans arrêt d'entrer en contact, ou bien ils s'imaginaient, ils se créaient des rêves. Alors, il y a eu la théorie de Leckland que la possibilité de fantasmer, ce qui est vrai pour l'enfant comme pour l'adulte, permet effectivement de mieux suivre sa vie. Vous avez Frankel, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde maintenant. C'est, en fin de compte, uniquement de doute, un engagement positif avec ce qui l'entraîne. Une autre notion qui est importante, c'est le bien de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est là? C'est un terme qui a été créé par Anna Freud et Albert Solnit dans les années, je crois, 60 à peu près. Et c'était surtout à propos des procès de divorce ou d'adoption. Comment peut-on décider quel est le bien de l'enfant, d'aller chez tel ou tel parent, d'aller chez les deux, d'être adopté par une autre famille ou de rester d'une adoption ouverte? Ce sont des décisions très très difficiles à prendre. Comment peut-on considérer ce qu'est le mieux? C'est sûr que ce qui est le mieux dans un enfant, c'est être en bonne santé dans une famille. Et là, je vais dire quelque chose qui n'est pas, comment vous appelez ça, politiquement correct,
c'est-à-dire qui est élevé par un père et une mère, c'est-à-dire un père de sexe masculin et une mère de sexe féminin. Et ça, c'est l'idéal. C'est comme ça qu'a fonctionné l'humanité depuis les 10 millions d'années qu'elle existe. Enfin, bon, si on prend l'Homo sapiens, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est ça le mieux. Ça ne veut pas dire que les autres sont nocives. Ça ne veut pas dire que les autres ne permettent pas, les autres formules ne permettent pas aux enfants de se développer, d'être heureux, en gros. Toutes les recherches sont faites là-dessus sont conclusives. Mais s'il y a un mieux, ben c'est celui-là le mieux, le best-seller. Alors, ce n'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible de réaliser ce bien, donc on cherchait ce best, ce qu'il y a le mieux. Et comme disait Solnit, c'est un très bon ami, on a souvent à prendre la décision, ça c'est le less detrimental solution, c'est-à-dire le plus, non pas le plus allé, des fautes, ce qui est le moins grave. Hein, on prend souvent des décisions, pas toujours la meilleure, mais la moins mauvaise. Alors, le bienfait ça je vais quand même, le bienfait des frustrations, ça c'est très important pour les parents, pour tout le monde de comprendre. On a tendance dans le monde actuel, et on le voit au jour le jour, il ne faut surtout pas frustrer l'enfant. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, les frustrations. Hein? Oh, le petit, il a besoin, c'est pas grave, il a demandé une auto, on lui donne une auto, il veut, pendant au supermarché, il veut absolument ce chocolat, des crèmes beaux, machin, on lui donne. Mais non, quand des parents d'adolescents viennent avec un adolescent qui dit c'est portable, j'arrive plus à le contrôler, tout ça, alors je leur dis que la prise en charge des adolescents, des traitements, commence à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire que même un gosse de 2 ans, il sait marcher, et que s'il casse quelque chose, avant lui dit de le ramasser. Il ne veut pas. Il faut savoir laisser pleurer les enfants, ça les frustre. Mais d'un autre côté, cette frustration, d'une part, leur apprend à accepter les difficultés du développement, et surtout, et c'est ça les psychanalystes qui ont développé, c'est que contrairement aux enfants qui sont en perfusion continue au sein de leur mère, eh ben, l'enfant peut avoir faim et c'est pas grave s'il pleure un petit peu avant qu'on lui mette un mot de cesse dans la bouche ou qu'on lui donne un biberon ou qu'on le mette au sein. Et je crois que c'est Lebovici qui a plus développé ça. Il a dit, dans cet espace de temps entre le réveil de la faim et la satisfaction de ce désir de manger, eh bien, il se passe un laps de temps qui peut durer quelques minutes, parfois un peu plus. Et alors, qu'est-ce que fait le bébé dans ce laps de temps? Si vous le regardez bien, il pleure, puis il s'arrête de pleurer. Il fait des mouvements de succion avec sa bouche, on le voit comme ça, et puis il n'y a rien qui est arrivé, alors il repleure. Alors, ici, il dit ce temps est un temps de créativité. Il s'imagine, on ne peut pas le vérifier évidemment, il s'imagine le sein de sa mère ou le biberon, et c'est l'ouverture à la créativité. Ce qui permet aux enfants de développer leur monde fantasmatique, de s'imaginer des choses, et plus tard de les écrire, de les peindre, de les jouer. Et bien cette créativité, elle se place justement dans ce besoin de frustration, dans cette nécessité de frustration et ne pas donner. Je me souviens d'un adulte, enfin, il avait 25, 26 ans, quelqu'un, qui n'arrive pas à trouver de travail. Il commençait à travailler 1, 2, 3 jours, une semaine au maximum, et puis il était renvoyé. Il avait des copines les unes après les autres. Et alors lui-même, enfin, moi, j'ai pas eu beaucoup de choses à dire, m'a dit, je sais, mes parents m'ont habitué à tout me donner. Jamais ils m'ont rien refusé. Alors quand le patron me dit, écoute, maintenant tu t'assois, tu fais ça, voilà, toi, c'est pas toi qui vas me dire ce qu'on va faire. Ben oui, c'est moi, je suis ton patron, c'est moi qui dis quoi faire. Et il ne supportait pas. Et quand une jeune fille arrivait un peu en retard, dites-moi s'il y a des jeunes filles qui n'arrivent pas en retard, ou bien n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait, il supportait très très mal. Alors c'est un cas un peu extrême, mais il faut apprendre aux enfants. Les enfants ont besoin pour se développer d'un parent fort, c'est-à-dire un parent sur lequel ils peuvent se reposer. S'ils voient que grâce à ses pleurs et ses grognements ou casser quelque chose, alors ses parents se mettent à genoux devant lui, non, peut-être. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce parent-là? Je tourne, comme on dit, quand il s'avive la Etzba, j'arrive à le contrôler et il ne joue pas son rôle. Moi, j'ai besoin d'un parent qui est capable de m'interdire. Donc, on peut dire à un enfant, non, je ne te donne pas de bonbons maintenant, je t'aime beaucoup,
mais c'est justement pour ça que je ne te donne pas le bonbon que tu veux, ou la sucette que tu veux, ou de rester encore dans la télévision, parce que je sais que ce n'est pas bon pour toi. Alors il va pleurer 2, 3, 4, 5 fois, et si on résiste, eh bien, il sera très content. Il sera très content qu'on s'occupe de lui et il peut se reposer sur ce parent qui est capable de s'opposer à ses désirs. Et encore un point important dans ce fameux diagnostic de bonne santé, qu'est-ce que j'ai écrit là, coltophagie, c'est-à-dire toute chose, tout événement de conduite peut être sain, peut être un signe de santé à un certain âge et peut être un signe de maladie. Alors, notamment, à cause de 4-5 ans, on lui permet encore de s'imaginer et de dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il est capable de cela. À partir de 6 ans, 7 ans, s'il continue à croire qu'il est un surhomme et qu'il va faire tel ou tel changement dans sa vie familiale ou générale dans le monde, ça devient déjà beaucoup plus inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il commence une psychose infantile, mais ça veut dire qu'il faudra quand même faire attention et repérer avec lui à travers ses jeux si vraiment il croit en ce qu'il dit ou bien il se donne une compensation à une certaine faiblesse, par exemple s'il a été malade. Donc, toujours prendre en considération, pour faire la pédopsychiatrie, il faut bien savoir le développement normal de l'enfant. Ça dépend aussi des endroits. Il y a des enfants qui sont insupportables à l'école et qui sont très gentils à la maison. Alors, ça ne veut pas dire que la maîtresse ment quand elle dit aux parents « votre gosse est insupportable » ou que les parents mentent quand ils disent à la maîtresse « oui, mais à la maison, tout va bien ». C'est que la conduite de l'enfant peut être très différente. Et ça dépend, il y a des enfants pour qui les grandes classes sont vraiment très difficiles à accepter. Ils ont besoin, encore parce que leur développement est un petit peu en retard, ils ont besoin d'une présence plus proche dans leur fonctionnement scolaire, alors qu'à la maison, il reçoit tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin. Donc, il faut faire attention à ces... Il reste 6 minutes. Et surtout aussi, ne pas trop toucher à l'écran parce qu'on ne te voit pas bien et ça fait beaucoup de son. Voilà. Donc, il nous reste 6 minutes. Moi, il me reste une demi-heure. Bon, je le craignais un peu. On avance. Quand même des choses importantes, je voulais vous dire. Bon, ça, on passe. Les troubles de l'attention, ça, c'est important, je vais vous dire le mot. Vous en avez tous entendu parler, il y a eu des conférences au Midi. Les troubles de la concentration, de l'attention, de l'organisation, et avec une hyperactivité et l'impulsivité. On est en plein dedans. On dit qu'en gros, c'est entre 10 et 12% des enfants de quitter l'FEP. Alors, il y a une étude intéressante que nous avions faite qui recommande aux parents d'aller voir un neurologue, rarement un psychiatre, ils préfèrent voir un neurologue, c'est moins stigmatisant. Comme vous voyez, ce sont les enseignants, les Maureen, qui demandent à 62%, ils disent aux parents, votre gosse est insupportable, il n'est pas concentré, vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans l'immensité des cas, vous voyez, on lui donne de la Ritaline, alors qu'il n'en a absolument pas besoin. Tout de suite, je vais montrer à toutes ces réalités. Il y a ce qu'on oublie de faire dans ce diagnostic de ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, c'est que le DSM-5 oblige que tous ces symptômes d'impulsivité, de manque de concentration, etc., à condition qu'il n'y ait pas d'autres explications possibles. Or, vous voyez bien qu'un gosse qui, par exemple, a des troubles de l'anxiété et instable, un gosse qui est très triste, un gosse qui vient de subir un traumatisme, un gosse qui, qui a des difficultés sociales ou qui a des difficultés d'apprentissage. Il est dyslexique, il ne comprend pas bien, il est peut-être pas très organisé. Et bien, tous ces gosses-là vont avoir des problèmes de concentration, ils vont être impulsifs, ils vont déranger en classe. Ce n'est pas une raison pour leur donner de la Ritaline, c'est surtout une raison de ne pas leur donner de la Ritaline, mais de faire un examen plus précis. Or, hélas,
nos collègues, pour des raisons d'autres, font « Ah oui, il bouge beaucoup ». Déjà sur la chaise, chez le médecin, il regardait à droite, à gauche, mais parce qu'il était anxieux, c'est mal foutu. Il sait que ses parents sont en instance de divorce, par exemple, il les entend se chamailler tous les jours. Vous voulez qu'il travaille bien à l'école, vous voulez qu'il soit calme à l'école, il ne sait pas qu'il va retrouver à la maison après l'école. Vous voulez qu'il soit concentré, écoutez un peu, allez un peu plus loin dans la vie de cet enfant. Je parle au médecin. Bon, là, ça se répète un peu, je suis obligé d'allumer. Donc, faire très attention dans ce processus de diagnostic. C'est peut-être 2 points là qui sont intéressants, presque anecdotiques. Il y a une recherche qui a été faite par mon ami le professeur Henk Ben Mekel, qui s'est aperçu que dans certaines populations, c'était en Angleterre, il y avait beaucoup plus de schizophrènes chez les immigrés que chez les natifs. Alors, il a un petit peu plus cherché derrière ces troubles de la pensée, ces pensées magiques, etc. Et alors, il s'est aperçu que c'est tout à fait normal dans certaines populations, dans certaines cultures, de croire en certaines choses. Et ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas un trouble mental, ce n'est pas de la maladie, mais qu'il faut faire attention aussi aux aspects culturels dans le fonctionnement de l'individu et ne pas aller tout de suite chercher la maladie. Et là, il y a une étude qui a été faite. Bon, là, je passe, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est ma petite fille Naomi qui m'a trouvé cette statistique. On a demandé à des étudiants dans quelle mesure, c'est effacé chez moi, dans quelle mesure vous croyez, comment ça se dit, des superstitions. Hein, des superstitions. Alors, 37% ont dit oh, moi, pas du tout. 39% ont dit oh, pas vraiment. 14,5% dit ouais, quand même, hein, je fais attention. 7% ont dit ah oui, pas mal. Et 2,5%, ce qui est pas mal, dit ah oui. Et c'était chez des étudiants. Donc, ça n'a rien à voir vraiment avec les problèmes culturels généraux ou bien un problème de santé mentale. Les gens et dans nos populations et nous-mêmes, cherchez bien dans vos souvenirs et dans vos comportements, et des gens qui ne passent pas sous une échelle, quand ils voient un chat noir passer, ils se demandent ce qu'il va passer, enfin bon, toutes les superstitions qui existent, et je ne veux pas faire appel à d'autres choses, à la limite entre les superstitions et les croyances religieuses. Bon, là je vais passer, la maladie, ce n'est pas l'enfant qui est malade, il y a des mères qui rendent délibérément leur enfant malade en leur injectant des produits nocifs pour pouvoir être proche des médecins. Bon, là, je voulais 2 exemples. Oui, un exemple qui est important, je l'ai fait allusion tout à l'heure. Un enfant qui ne veut pas aller à l'école. C'est un syndrome qui est très répandu. Le gosse ne veut pas se lever le matin. Il trouve tous les moyens pour ne pas aller à l'école. Il pleure, il a mal au ventre, il a mal partout. Ou il fait l'école buissonnière. Alors, il faut quand même chercher. C'est-à-dire, il faut d'abord chercher dans le domaine du traumatisme. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Est-ce qu'il a été victime d'un abus sexuel, abus d'agressivité de la part des copains? Est-ce qu'il a des difficultés scolaires et l'école le confronte sans arrêt à ses difficultés? Il n'arrive pas à écrire aussi vite que les autres. Il n'entend pas bien, il ne voit pas bien. Et alors, il ne peut pas suivre l'école. Il voit la maîtresse qui bouge les lèvres et puis il n'entend pas vraiment ce qu'elle dit. Il voit le tableau quand on écrit et c'est un peu trop. Il faut toujours vérifier. Cet enfant, il est en bonne santé. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas aller à l'école. Au contraire, je dirais même que c'est un signe de bonne santé de ne pas vouloir aller à un endroit qui est tellement décourageant, qui est tellement dangereux dans son esprit. Donc, tout ça pour dire à quel point l'examen doit être précis. Peut-être qu'il recherche aussi une famille idéale, il n'est pas satisfait dans sa famille, et alors il fait l'école buissonnière, à la recherche d'un monde, et il y a eu beaucoup de films là-dessus, il connaissait. Ou bien il s'imagine qu'il y a quelque chose de bien à trouver ailleurs. En savoir que tout enfant qui ment, il y a des parents qui viennent, mon enfant ment sans arrêt. Ben, mentir jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, c'est pas tellement grave, et on peut retrouver très vite que l'enfant sait qu'il ment. Mais quand ça continue, c'est effectivement beaucoup plus grave. Mais alors, chercher pourquoi il a besoin de mentir. Pourquoi il ne s'accepte pas tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il craint? Une punition corporelle, il craint de ne pas être accepté. Et donc, c'est l'examen qui permettra de voir de quoi il s'agit. La taille barème, la taille relais, la thèse d'un couple type. Donc,
quand on fait ce diagnostic, qu'on est sûr de l'avoir bien fait, alors on peut dire à cet enfant, et alors effectivement, c'est la dernière succoufite, je suis arrivé à la 6e minute. Tout ce que je vous ai dit, c'était un résumé très, très, très rapide de beaucoup d'autres choses. Et alors, si vous voulez toutes les réponses, et toutes les bonnes réponses, vous les trouverez ici. Voilà. Et notamment le premier chapitre qui a été écrit par mon ami aimé Shmuel Tiano, qui est tout le chapitre sur le développement normal et selon sa théorie de psycho-bio-social, montrer tout ce qu'on peut attendre d'un enfant, qu'est-ce que sont les limites de la santé ou de la pathologie. Tout cela en espérant que tout le monde soit en bonne santé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Khattab. Même si on a dépassé le temps, une réaction, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, on est en direct. Juste une question avant, où est-ce qu'on pourrait trouver le livre, ceux qui sont intéressés? Chez les libraires, on peut encore le trouver. Chez Junon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir dans le Junon, ça s'appelle Psychiatria Tayele Bamibager. C'est le premier textbook en hébreu depuis 2000 ans. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Si j'arrive à y répondre, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Khattab, et merci à tous les participants. Je vois des gens qui applaudissent, qui sont très contents. D'avoir été tellement rapide. Peut-être à une prochaine fois. Toda Rabba. Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup d'être venu, de m'avoir honoré de votre présence. Tout de suite, le cours de Je vais bien Parashat. dire bonjour à tout le monde. Là. Voilà. Vous êtes sympa, les copains.